Excellente journée, bon vendredi, on termine la semaine avec Mike Perez et on va parler du lexique des jeunes, vas-y. On va essayer de se mettre à la page, toi et moi. On est des boomers, je te rappelle. Ouais, on est vite largués. Et puis alors, boomer, ça fait partie des expressions aussi qui sont pas forcément un compliment. Vas-y. Bon, allez, les vieux parlent des jeunes et de leur façon de parler. Non mais sérieusement, tu te fais traiter de boomer puisque toi et moi on est des boomers. Oui, en fait, rien, hein. Si les jeunes disent on voit que t'es un boomer, c'est qu'en fait ils se foutent de ta gueule quoi, clairement. Il est en train de te dire t'es un vieux, t'es ringard, t'es has-been, c'est tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai que si vous fréquentez des ados, moi j'en ai à la maison. Si vous fréquentez des plus jeunes, des fois vous les entendez parler entre eux et puis vous n'avez pas l'impression de tout comprendre. Et tu me diras, ça c'est chaque fois comme ça, chaque génération est comme ça. Hein. Nous, nos parents, quand ils nous entendaient parler, alors nous on s'amusait à l'époque à parler en verlan ou des choses comme ça, ils devaient se dire non mais c'est complètement à la masse quoi. Et en fait, voilà quoi, ça suit, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. C'est ça. Et donc les jeunes, parce que moi je les entends et puis il a dit quoi là, ça veut dire quoi ce mot et tout. Alors quitte à passer pour un boomer, effectivement, je préfère demander. Une expression que j'ai entendue dernièrement, c'est le bail. Tu sais ce que c'est le bail chez les jeunes? Ah, chez les jeunes. Voilà, non, c'est pas le contrat pour louer un appartement. Moi, je croyais que c'était ça aussi. Bail, Non. En fait, quand tu dis je suis en bail, ça veut dire que t'es avec quelqu'un, mais pas forcément en couple. D'accord, ok. Sans être en couple. Okay. Nous, à l'époque, on disait qu'on flirtait ou qu'on se fréquentait à la rigueur ou des choses comme ça, quoi. Maintenant, les jeunes, si tu les entends dire je suis en bail avec un tel ou un tel, ça veut dire qu'en fait, ils se voient, ils discutent, ils passent du temps ensemble, mais ils sont pas en couple encore. Donc après, c'est l'étape supérieure. Ils ont consommé ou pas encore? Alors ça, je te laisse aller leur demander. Je sais pas si c'est dans le contrat de bail. Bref, c'est ça le bail. Ensuite, une autre expression que j'ai souvent entendue, c'est slay. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Slay, alors ça c'est un compliment, hein. Ça veut dire que c'est stylé, ça veut dire que c'est beau, que c'est bien et tout ça. Donc si on dit de toi par exemple que tu es slay, ça veut dire que t'es quelqu'un de cool, que t'assures, que t'es bien, machin et tout ça quoi. Donc si par exemple tu viens me dire ta chronique de ce matin c'était slay, je vais bien le prendre, hein. D'accord. Je vais dire voilà, c'était slay tout simplement quoi. D'accord, c'est slay. Après il y a des mots effectivement qui sont utilisés, qu'on connaît, mais qui sont utilisés de manière peut-être un peu détournée par les plus jeunes. La masterclass, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à entendre ça pour vraiment une classe donnée par un maître, hein, c'est de là que ça vient, masterclass finalement. Mais aujourd'hui, à partir du moment où quelque chose est bien, quelque chose a été bien réalisé ou quelque chose même est extraordinaire, exceptionnel, on dit que c'est une masterclass quoi. Donc ça c'est une expression qu'on entend aussi régulièrement. Puis je terminerai avec le PLS, le PLS ou la PLS. Non, la PLS, c'est la position latérale de sécurité. D'accord. Ça, c'est ce que nous, on connaît. Oui, PLS, oui. Puis les jeunes, quand ils disent être en PLS, ça veut dire être au bout de sa vie. Vraiment, quoi. C'est, voilà, au bout du fart, au bout du scotch, faut suivre, ce que tu veux. Si tu es en PLS, c'est que tu es au bout de ta vie. Donc comme ça, tu sauras... pour la prochaine fois que tu entends ce genre d'expression. Mais c'est assez marrant parce que ça évolue très vite, hein. Ce que je te dis aujourd'hui est peut-être plus valable dans 6 mois. Et puis rappelons-nous comme nous étions nous à l'époque, et nous aussi on utilisait des expressions du genre incompréhensibles pour nos parents. C'est ça. C'est à nous de nous mettre à la page. Je vais noter ça dans mon calepin. Mais oui. Jade, on va parler météo et on entend beaucoup parler en ce moment de El Niño. Il revient vraiment? Oui, Philippe, selon l'ONU, il y a 80% de chances qu'un épisode El Niño se développe cet été. El Niño, c'est quoi exactement, Jade? C'est un réchauffement anormal des eaux du Pacifique équatorial qui influence le climat dans le monde entier, tout simplement. Et quelles pourraient être donc les conséquences de ce phénomène? Davantage de phénomènes extrêmes, sécheresse, fortes pluies, inondations et vagues de chaleur, bien sûr. Les scientifiques sont-ils
inquiet. Oui Philippe, c'est moins qu'on puisse dire, car les températures de l'océan Pacifique sont déjà exceptionnellement élevées et tous les indicateurs semblent être au vert pour annoncer un épisode potentiellement puissant. Certaines régions sont-elles plus exposées que d'autres, Jade ? Oui Philippe, la Corne de l'Afrique pourrait manquer de pluie, l'Asie du Sud connaître une mousson plus faible et l'Amérique centrale un été plus chaud et encore plus sec. Est-ce que ça pourrait aussi influencer les ouragans ? Oui Philippe, El Niño favorise généralement les ouragans dans le Pacifique tout en limitant leur développement dans l'Atlantique. Un dernier mot, Jade ? Oui, on peut peut-être rappeler que ce phénomène est naturel, mais dans un contexte de réchauffement global, ses effets pourraient être encore plus marqués dans les prochains mois. Et c'est la raison pour laquelle l'ONU tire la sonnette d'alarme. Pour les climatologues, la question n'est plus vraiment de savoir si El Niño arrive, mais plutôt de se dire jusqu'où il fera grimper les températures. Sortez les décapsuleurs. Allez, c'est parti. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On va parler de la brasserie Badfish qui fête ses 10 ans les 5 et 6 juin prochains. Un week-end placé sous le signe de la convivialité. Au programme, concerts, food truck, animation pour les enfants, cocktails, vins et bien sûr les bières de la maison. 2 jours de fête qui réuniront habitués, curieux et amateurs de bonne musique, notamment dans une ambiance festive et brassicole. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Grégoire Bevy de la brasserie Badfish. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Un bon anniversaire tout d'abord, vous fêtez vos 10 ans. Oui, on fête nos 10 ans, merci. 10 ans de la brasserie Badfish. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement ces 10 ans ? C'est qu'un chiffre, mais ça représente quoi ? C'est quand même beaucoup de travail accompli ces dernières années. Le plaisir d'être toujours là et puis de pouvoir toujours proposer nos produits. Et puis c'est une continuité de notre aventure. Ouais, ça a bien grandi en 10 ans. Hein. C'est une jolie histoire que vous pouvez raconter autour de cette bière Badfish. Justement, comment tout a commencé ? Vous pouvez peut-être nous rappeler peut-être un petit peu l'histoire de cette belle aventure ? Alors c'est une aventure qui commence comme souvent dans un garage avec une idée un peu farfelue. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on a commencé dans un garage, on a évolué après sur un domaine viticole pour après prendre notre premier locaux à Saint-Pré. Et puis maintenant, 10 ans plus tard, on est installé à Pampigny avec une plus grosse production. Et maintenant, on est capable de vivre de notre projet, ce qui est un point quand même non négligeable. Oui, c'est une belle réussite. Ouais, bravo en tous les cas. Félicitations déjà pour tout ce chemin parcouru. La fête a lieu où alors précisément ? Alors, elle aura lieu à Pampigny, c'est dans la zone artisanale des Assanges, oui. Là où on a notre local de production. Pourquoi avoir choisi de célébrer cet anniversaire sur 2 jours, ces 2 jours de fête, plutôt qu'une seule grande soirée ? Pour pouvoir prolonger la fête et puis pour pouvoir faire participer le plus grand nombre de personnes. Autant les jeunes qui viendront faire la fête le soir que les familles qui voudront venir profiter l'après-midi, le samedi. Ouais, parce qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Ça, c'est important de le rappeler. Petits et grands sont bien sûr les bienvenus les 5 et 6 juin, donc ce week-end. Quels seront les moments forts qu'il ne faut surtout pas manquer durant ce week-end de fête ? Alors, je pense que les moments forts, ce sera les 2 concerts qu'on aura vendredi et samedi à partir de 19h. Et la possibilité aussi de pouvoir déguster toutes les bières de l'assortiment. Cette fois-ci, elles seront toutes disponibles à la pression. Et on va présenter aussi 4 nouvelles bières qui sont sorties pour les 10 ans de la brasserie. Et ce sera l'occasion de les découvrir pendant ces 2 jours. Quel message avez-vous envie d'adresser aux personnes qui n'ont peut-être pas encore goûté vos bières ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes ? Ces 2 jours, c'est une bonne occasion pour pouvoir nous rencontrer, de pouvoir parler de nos produits avec nous, la possibilité de visiter la brasserie aussi. Et puis oui, c'est une bonne opportunité de venir nous rencontrer. Dans un marché qui est aujourd'hui compliqué, où la tendance serait de boire moins d'alcool, quelle est votre position par rapport à ça ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Et est-ce que vous produisez vous-même de la bière sans alcool ? Alors actuellement, malheureusement, on ne fait pas de bière sans alcool, mais pour revenir à votre question, oui, c'est une réalité. Les gens consomment moins en moins d'alcool et surtout moins fort. On est
aussi impactés comme les vignerons par ce changement de consommation. On essaye de proposer des produits qui sont moins alcoolisés, qui sont aussi un petit peu plus diversifiés. Et on espère garder une clientèle quand même pour pouvoir fonctionner ces prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur Bovy ? 10 ans supplémentaires et puis d'avoir la force de tenir le coup. Eh ben, on vous souhaite tout ça. En tout cas, bravo déjà et encore une fois, bon anniversaire. C'est les 5 et 6 juin. Ça se passe du côté de Pompigny. Oui, la zone artisanale des Assanges. C'est facile à trouver, bien évidemment. Badfish fête ses 10 ans. Bon anniversaire. Merci. Et puis, on se dit peut-être à très bientôt. À très bientôt. Merci énormément. Merci beaucoup. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Le week-end approche à grands pas. Peut-être que vous aurez envie d'aller faire un tour en train, Mike Perez. Oui, parce que le train, les grandes lignes CFF sont de plus en plus utilisées pour les loisirs au détriment effectivement des déplacements professionnels. Les transports en train pour le loisir, c'est en bonne voie, en tout cas avec les CFF. Avant, on utilisait surtout le train, les grandes lignes de train, je parle vraiment des grandes lignes, pour des raisons professionnelles. Les gens qui effectivement soit travaillent sur plusieurs sites au sein de leur entreprise ou bien se rendent au siège social de leur entreprise ou des choses comme ça. Et puis, on privilégiait plutôt la voiture ou des déplacements privés pour les loisirs. Eh bien, c'est une tendance qui est en train de s'inverser. On utilise de moins en moins le train pour aller travailler. Il y a aussi le fait que le télétravail est passé par là. Donc c'est vrai que les gens maintenant qui doivent faire 1 heure de train essayent dans la mesure du possible plutôt de privilégier le télétravail, ou en tout cas rationalisent leur déplacement. Et puis le week-end, parce que les CFF aussi ont su s'adapter aux habitudes, aux consommations et proposer des nouvelles offres, on utilise de plus en plus le train, que ce soit le week-end mais aussi en semaine ou pendant les vacances, pour les loisirs, que ce soit pour aller visiter, que ce soit pour aller à la montagne pour skier. Et puis il y a plein d'avantages aussi, il y a des réductions. Voilà, il y a des offres qui sont extrêmement intéressantes. Il y a la possibilité aussi, c'est vrai, d'acheter toujours ces cartes journalières dégriffées. Et au jour d'aujourd'hui, avec le prix de l'essence, avec les bouchons qu'il y a partout, de temps en temps, ça vaut la peine de se poser la question, de réfléchir, puis de se dire, tiens, et si j'allais en train plutôt que de prendre ma voiture? Et on se rend compte que des fois, c'est sympa aussi le train. Oui, c'est sympa parce qu'au moins, on peut faire des jeux. Voilà, exactement. Tu peux dormir si t'es fatigué. Alors si tu dois travailler sur un petit truc avancé, tu peux prendre ton ordinateur et le faire. Donc, il y a une vraie inversion de l'utilisation du train, et ça se fait de plus en plus pour des loisirs et plus forcément pour le travail. Et puis un mot encore en ce qui concerne la fréquentation des gares. Alors évidemment, il y a de plus en plus de passagers, donc en règle générale les gares elles sont de plus en plus fréquentées. On enregistre une augmentation des passages, des montées et des descentes dans les trains. Il y a des endroits qui sont notamment les Grisons qui sont de plus en plus utilisés. Et puis il y a une gare qui a connu une montée spectaculaire, évidemment, dans la région danoise. C'est la gare de Renan. Pourquoi ? Parce que c'est devenu le nouveau hub, finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu le vois, il y a presque tous les trains des grandes lignes s'arrêtent à Renan. Ça permet de décharger un tout petit peu Lausanne aussi. Et Renan, avec les travaux quand même spectaculaires qui ont été réalisés dans cette gare ces dernières années, Renan est devenue une gare aussi importante, finalement, que celle de Lausanne. Et avec, ça va continuer, ça va continuer à se développer. On est passé de 23 000 à 35 000 voyageurs qui transitent tous les jours par la gare de Renan. 35 000, c'est énorme. C'est énorme, Ça fait beaucoup de monde. C'est particulier d'avoir 2 grandes gares comme ça, l'une à côté de l'autre. Oui, mais ça permet effectivement de décharger un tout petit peu celle de Lausanne, comme on le disait, parce que celle de Lausanne, elle arrive à saturation et tu peux pas l'agrandir plus que tant. Il y a d'énormes travaux à Lausanne, on le sait en ce moment à la gare, parce qu'on essaye
effectivement de l'agrandir, mais à un moment donné, c'est physique. Il y a des bâtiments à gauche, à droite, en dessous. Tu peux pas forcément l'agrandir énormément, quoi. Donc voilà pour le fait qu'on utilise de plus en plus les CFF pour ces déplacements à titre personnel, privé et plus forcément uniquement professionnel. Merci Mike pour ces précisions. Et bon week-end et bon voyage en train peut-être ce week-end. Ouais, on va peut-être l'utiliser, pourquoi pas. Pourquoi pas. À la semaine prochaine. Par contre, pour venir ici, tu peux pas prendre le train. Non, il n'y a pas de gare au studio. Il n'y a pas de gare au pied du studio. Donc je prendrai ma voiture. Ciao. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Allez, on va parler de vignes et culture aujourd'hui avec Aurélie Kondo qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Mais bonjour. Comment ça va bien? Mais ça va super bien, ça commence bientôt, ça commence le 18 juin en fait, donc là on est un peu sur les starting blocks. Ouais. Et durant tout l'été, vignes et culture, ça va être l'occasion de pouvoir lier l'humour, le plaisir, la culture et, comme son nom l'indique, les vins aussi. Et découvrir aussi ce patrimoine viticole que nous avons dans nos belles régions. Oui, c'est la 6e édition, effectivement. Il y a une trentaine de dates par année. Là, cette année, il y en a 27 entre le 18 juin et le 29 août. Et puis, on va dans 4 cantons romans pour des repas spectacles autour des produits du terroir, du vin et de la rigolade parce que les artistes sont majoritairement des humoristes. Des humoristes, oui. Sandrine Viglino, Lord Betrave, Nicolas Bury, Daniel Dos Santos, j'en passe et des meilleurs. Une jolie programmation qu'on retrouve sur le site internet, bien évidemment. Une idée originale, sympathique, qui est née, sauf erreur, durant la période du Covid, c'est ça? Mais c'est ça, parce que, en fait, on n'a pas toujours envie de revenir dessus, mais ça fait vraiment partie de l'historique de viniculture. C'est que ça naît dans une période où on est désespéré, il faut trouver des idées. Et c'est là que je me suis dit que mes artistes, parce que moi j'ai une agence artistique, donc mes artistes ne jouaient pas. Et j'ai eu cette idée de me dire, les domaines viticoles ont des beaux endroits, appelons-les et allons organiser des choses chez eux. Et eux, ils étaient super contents parce que c'est pas des gens qui ont forcément l'habitude d'organiser des événements. Donc ils étaient très contents aussi d'avoir des événements clés en main. Et puis ça fait 6 ans que ça dure. Donc c'est marrant parce que d'une catastrophe peut naître quelque chose de chouette et qui peut même après la catastrophe continuer à exister. Donc je suis assez contente, quoi. Oui, c'est bien. Et ça match, et c'est des univers qui vont bien ensemble, en fait. C'est ça aussi. Mais bien sûr. Et puis c'est vraiment des découvertes de spectacles de l'artiste qui donnent aussi envie aux personnes après d'aller les voir dans une vraie salle de spectacle avec des vraies conditions de spectacle. Parce que là, c'est vrai qu'ils jouent dehors. Il n'y a pas de boîte noire, il n'y a pas de technicien son ni de technicien lumière. Ouais. Donc ils sont un peu à poil, comme on dit. C'est ça. Mais ils aiment bien ça parce que les spectateurs peuvent partager un peu plus avec eux, ils mangent avec eux. Ils sont très accessibles du coup. C'est super, quoi. Ouais, exactement. On limite, les événements viniculture, c'est vraiment des événements exclusifs, limités à 50, 60 personnes, ce qui permet justement aux gens de partager quelque chose et de se rencontrer, au contraire d'un événement à 300 personnes où, chacun rentre chez soi et il n'y a pas vraiment eu d'interaction sociale, quoi. Là, il y en a et c'est sympa. Et surtout dans une période où les vignerons ont aussi besoin d'exister, de communiquer, On sait que c'est aussi un peu compliqué pour eux, lier finalement l'utile à l'agréable avec ce côté artistique, ce côté culturel qui permet finalement de faire de belles rencontres et de passer des moments, on va dire, conviviaux exceptionnels. Et c'est chaque fois unique, on peut le dire. Mais c'est chaque fois unique parce que le lieu est différent, l'artiste est différent, les vins sont différents, et ce qu'on mange est différent. Donc c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais la partie nourriture est très importante. Oui, bien sûr. Chaque domaine peut choisir vraiment ce qu'il a envie de proposer à manger. Donc c'est des forfaits nourriture-repas de manière générale. Et puis ça va de la fondue en passant par les burgers, le poulet rôti, des grandes grillades. Donc il y a vraiment plein de choses. Donc les gens vraiment choisissent en fonction de la date, du lieu, du vin, de l'artiste. Et c'est ça aussi qui est chouette. Ça permet aussi à certaines personnes de venir plusieurs fois parce que c'est jamais la même chose. Alors comment ça se passe justement si on veut participer à l'une ou l'autre de ces soirées? J'imagine qu'il faut réserver, il faut s'organiser un petit peu à l'avance. Comment faut-il procéder pour bien faire les choses? Oui, c'est important de réserver. Et puis la base est vraiment, il y a
y a tout qui est en vitrine sur le site www.vigneculture.ch. Les réservations après se font via monbillet.ch, mais il y a des liens, c'est tout facile. Ouais. Mais en premier, il faut se rendre sur ce site et puis faire son petit marché. Et puis oui, réserver parce que comme c'est des événements limités avec un nombre de personnes restreint, c'est important de s'y prendre un petit peu à l'avance. Important aussi, l'événement a lieu par tous les temps, donc on a à chaque fois un plan B. Si tout à coup, ça nous est arrivé quand même une ou deux fois, si tout à coup il fait moins beau, on peut aller à l'intérieur et c'est tout aussi sympathique. Donc voilà, pas de risque avec la météo. Bon, en tout cas, c'est très sympa. Vigneculture, vous allez sur le site internet pour en savoir un petit peu plus. La première soirée, c'est le 18, c'est avec Sandrine Viglino, c'est ça ? Exactement, j'en ai deux. Le 18, il y a Lord Betrave qui sera au Château des Clépans. Oui, c'est il juste. reste quelques places. Et puis Sandrine Viglino qui sera à Aran au domaine Mermetus. Donc là, c'est les deux premières, exactement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça dure tout l'été et c'est vraiment l'occasion de passer un moment convivial, sympathique et unique, on l'a dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, Vigne et Culture, pour en savoir un petit peu plus, le site internet. Et puis merci Aurélie d'avoir été avec nous quelques instants. Merci de me recevoir. On vous souhaite un bel été. Bel été à vous aussi, merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Au revoir Aurélie. Excellente journée, merci d'être avec nous et on va terminer la semaine en beauté avec Vanille. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Très bien et vous ? Oh bah aujourd'hui c'est vous. Voilà. Eh ben écoutez, ça va très bien, je vous remercie. On prend des distances en fin de semaine. Non mais oh, quand même. Bon, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Très bien, merci. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Alors je vais parler de, après le rosé, j'ai parlé de rosé pour les beaux jours, etc. Oui. Là je vais parler de vin désalcoolisé. Ah, Comme ça, je fâche vraiment tous les puristes. Après les canettes, Oui, le c'est rosé. vrai. Voilà, on va parler le rosé bleu. On va parler de vin désalcoolisé. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un nombre croissant de vignerons suisses qui sont en train de franchir le pas. En Suisse romande, par exemple, 17 producteurs issus de 5 cantons ont participé entre fin 2025 et début 2026 à des sessions pilotes de désalcoolisation. Résultat, près de 29 000 litres de vin ont été traités, soit environ 33 000 bouteilles. ah ouais, Donc c'est énorme. c'est beaucoup, ouais, effectivement, ça marche alors. Eh ben oui, c'était considéré comme une curiosité il y a encore quelques années, j'ai même envie de dire il y a encore un an. Et puis maintenant, ça s'installe vraiment comme une tendance sérieuse. D'ailleurs, la RTS constatait récemment que les boissons sans alcool gagnent du terrain partout en Suisse, dans les bars, les restaurants et même chez les distributeurs. Et le phénomène, il dépasse largement nos frontières. Ça se passe aussi en Europe, un peu partout. Alors attention, le vin sans alcool représente encore une toute petite part du marché, mais de plus en plus de vignerons le voient comme une opportunité plutôt qu'une menace. Ouais. Certains y voient même une façon de toucher une nouvelle clientèle, les jeunes adultes, dont on parle très souvent, qui boivent très peu d'alcool, les sportifs, les femmes enceintes, ou simplement ceux comme toi et moi qui souhaitent parfois lever un peu le pied sur leur consommation d'alcool. Ça reste festif de prendre un verre de vin. Qu'est-ce que tu sous-entends par là ? Là, alors vraiment, ne vous y méprenez pas. Je ne vous accusais pas, cher Philippe. On va passer pour des alcooliques anonymes, ça va être... Non mais Là. moi ça m'arrive en tout cas de plus en plus de Oui. pas vouloir me sentir mal le lendemain parce que je me lève tôt, etc. C'est vrai. Et du coup d'éviter de prendre plus Non, de mais deux verres. j'avais compris, c'était pour rire. Mais on n'est pas obligé de boire jusqu'à être pas bien. Exactement. Voilà. Le coma éthylique n'est pas nécessaire. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que ça peut être effectivement une bonne alternative. Prenons l'exemple d'un repas de midi où souvent on doit discuter pour Exactement. affaires, etc. Boulot. Retourner travailler après si on a bu des verres. C'est dur. C'est un peu D'être compliqué. devant l'ordinateur ensuite, c'est quand même très très C'est ça. difficile, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que c'est important le vin désalcoolisé et il est de vraiment, enfin j'en ai goûté des bons, pas des buvables, des bons. Il est bon, ouais. Donc ça se fait de plus en plus. Et puis je parlais par exemple avec le Johan Parmelin du domaine La Capitaine qui m'expliquait que pendant les caves ouvertes, le vin désalcoolisé qu'ils ont tenté de faire cette année avait hyper bien marché. Du coup, il avait recommandé une série de bouteilles parce que ça marchait bien. Donc on voit qu'il y a vraiment une demande. Pourquoi pas ?
pourquoi pas. Effectivement, vous avez le choix en tous les cas et c'est une alternative plutôt intéressante. Merci Vanny. Avec plaisir. Avec ceci, on va pouvoir bien démarrer le week-end. Voilà, sans alcool. Qu'on vous souhaite d'ores et déjà excellent, bien évidemment. Et on retrouve Vanny en podcast. Tous les week-ends aussi sur La Goutte Podcast, que ce soit sur Instagram, sur les plateformes d'écoute audio et puis bien sûr sur YouTube. Tous les week-ends, 24 heures sur 24, quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt. À table. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse Romand. Excellente journée, merci d'être avec nous. Bon début de journée. On va parler gastronomie avec Knut Schwander qui nous a rejoint pour terminer la semaine. Bonjour Knut. Bonjour. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Knut, aujourd'hui, où est-ce qu'on va pour terminer la semaine ? Alors, nous allons terminer la semaine toujours en altitude, toujours à l'abri de la canicule, à Haute-Nanda, dans un endroit absolument charmant qui s'appelle le Vieux-Nanda. Donc, le Vieux-Nanda, c'est un ancien Maya. C'est totalement champêtre. Quand on est à Haute-Nanda, on n'y est encore pas. Donc, on continue. La route n'en finit plus. Et puis, enfin, on a l'impression que la route n'en finit plus. Et en contrebas de la route, tout à coup, on aperçoit cet ancien Maya qui a été repris par un couple. Donc, il y a Adrien Lopez et Clara Laurent. Ouais. Adrien Lopez est un ancien de l'abbaye de Montron qui sait donc manier à la fois la tradition et puis la revisiter avec beaucoup de talent. Et à eux deux, eh bien, ils ont fait de cet ancien Mayen quelque chose de tout à fait super. D'une part, à l'intérieur, ce sont des toutes petites salles. Il y a en général une table par salle, donc c'est vraiment très intimiste. À l'extérieur, il y a une terrasse qui est sur l'herbe, donc on est vraiment plongé dans une atmosphère alpine, c'est très joli. De l'intérieur, il y a aussi des trophées de chasse parce que le gibier est une des spécialités d'Adrien Lopez. Mais enfin là, on n'y est pas tout à fait pour l'instant pour le gibier. Donc il y a des asperges, des agrumes, de l'estragon. Il y a un autre plat qui s'appelle mori, volaille. Et puis, je ne sais plus quoi, parce que je n'arrive pas à relire ce que j'ai dit. Petit pois, là, exactement. je retrouve. Il y a aussi du bœuf wagyu, donc ce bœuf qui a une consistance tout à fait étonnante, qui a beaucoup de gras, mais pas du gras qui rebondit sous la dent. C'est fondu, c'est très très bon. Donc voilà, ce sont des produits exceptionnels, ce sont des apprêts exceptionnels, mais ce sont des prix tout à fait raisonnables aussi. Les menus se déclinent en 4 à 7 étapes et ils coûtent de 80 à 110 francs. Donc c'est pas de l'entrée de gamme, mais par contre la qualité. Là, l'endroit est fantastique. Je vous recommande vivement d'aller prendre le frais à Haute-Nanda, au Vieux-Nanda. Eh ben c'est noté aussi. Un petit clin d'œil à nos amis valaisans au passage, bien évidemment. Merci beaucoup Knut Schwander pour ces belles adresses qui vont nous permettre de nous rafraîchir. Ça fait du bien. On vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Très volontiers. Au revoir Knut, merci beaucoup.